tous pour cette une des dernières tables rondes de ce salon ITECMER 2019. Je m'appelle Ambroise Sévenot, je suis directeur de la filière pêche et culture marine au CMGO. Et je suis très heureux d'animer une de ces dernières tables qui a pour terme le financement des filières halieutiques et navales. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 5 acteurs d'expérience de la filière pêche. Éric Guignac, président de l'armement APAC de Lorient-Quéroman. Pierre-Yves Millet, patron de l'agence de courtage familiale AMS Atlantic Marine Service. Jean-Maurice Majou, commissaire aux comptes et expert comptable de la GCLA, Association de gestion et de comptabilité du littoral atlantique. Philippe Renan, directeur de la filière pêche et culture marine du CMGO. Et Philippe Renaudin, directeur de la filière Mer Invest et directeur des fonds d'investissement Mer Invest et Lito Invest. Bon, l'idée de cette table ronde est d'évoquer les grandes problématiques du renouvellement de la flotte, surtout sous l'angle de son financement et des nouveaux outils financiers. J'ai mis quelques chiffres au tableau. Je rappelle simplement que la flotte française, c'est 7300 navires, dont 2200 sur notre territoire du Grand Ouest, territoire qui produit 60% de la production française. La moyenne d'âge de nos navires, c'est 28 ans. Si la flotte a réduit énormément entre 2000 et 2015, on a ressenti donc un départ des investissements sur des bateaux neufs depuis 2015 environ, et on sent depuis le début de l'année une accalmie qu'on peut sans doute attribuer en partie au phénomène du Brexit. Ceci étant, comme en 2018, on a constaté et financé une bonne partie sur notre territoire d'une vingtaine de navires de plus de 15 mètres, ce qui est bien, mais ce qui reste limité globalement par rapport au volume de la flotte globale. En dehors des armements structurés privés ou coopératifs, pas très nombreux, le tissu de la pêche de notre territoire est une multitude de petites entreprises de pêche artisanale, très souvent en entreprise individuelle. Au-delà du thème du renouvellement des flottilles, l'autre sujet important derrière ce sujet, c'est le renouvellement des hommes, confère la pyramide des âges des armateurs en place aujourd'hui. Enfin, je rappelle que depuis 2004, aucune aide publique n'est possible pour la construction de bateaux neufs, au titre de la PCP et de la contrainte sur l'effort de pêche. Et donc tous les budgets d'investissement ne reposent que sur les fonds privés ou les fonds empruntés. Donc ce sont tous ces points que je vous propose d'aborder avec nos invités, et en premier lieu avec mon voisin, Éric Guignac, qui est l'homme du pays et président du groupe APAC. Vous avez lancé il y a 4 ans un programme d'investissement ambitieux avec la rénovation d'un premier bateau, le Naoned, un chalutier de 23 mètres, puis en lançant la construction de 2 sonneurs polyvalents, le Marilou et le Dolmen, construits en Hollande au chantier Padmos. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce programme d'investissement ambitieux, Éric Guignac ? Investir. Pourquoi ? Parce que la moyenne d'âge des bateaux, c'est 28-29 ans. Donc travailler avec des outils qui sont plus vieux que de patrons, c'est pas possible. Donc si on veut avancer, il faut innover. Donc on a investi pratiquement 10 millions d'euros en 2 ans. On a fait une refonte sur le Gloire Marie à 23 mètres qui s'appelle le Naoned maintenant, et on a fait 2 bateaux neufs. Mais ça, on n'a pas pu le faire tout seul. Il a fallu des investisseurs, parce que c'est des bateaux qui coûtent... la refonte du Naoned, ça a coûté 2,5 millions. Le bateau neuf coûte 3,5 millions d'euros. Quand les banques nous demandent d'envoyer 20% d'apport plutôt, il faut un peu de finance, quoi. Donc on s'est rapproché de plusieurs partenaires différents. Sur le Naoned et le Dolmen, on s'est rapproché de la Romance Capèche, qui sont rentrés au capital avec nous à 20%. Et sur le Dolmen, non, je raconte des conneries, moi. Sur le Naoned et le Dolmen, j'y viens, c'est SK-Pêche. Et sur le Marilou et les Menawen, on s'est rapproché du groupe Vivzo et de Mer Invest, une filiale du Crédit Maritime, enfin, même Montpellier. Okay. Donc voilà. Il a fallu des partenaires autres pour qu'on puisse faire des outils performants. Enfin, performants. Quand je dis performants, c'est pas pêcher plus, mais pêcher mieux.
On a les mêmes quotas qu'avant, mais voilà, on pêche mieux. On a travaillé sur les bateaux-là sur 3 points principaux. Le confort et la sécurité des gars. Le poste gasoil, il faut le diminuer d'une façon ou d'une autre. Et débarquer un poisson un peu plus joli qu'on le fait aujourd'hui. On fait du beau poisson, mais on peut faire mieux encore. Donc on a bien travaillé pendant 2 ans ces 3 points-là. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, ça a bien marché. On sait que le confort, on l'a. Les gars ont un confort, un espace de vie. Ils travaillent dans des bonnes conditions. Ils travaillent à hauteur d'homme. Ils ont un espace qui sont à l'abri. Les gars, ils sont dans l'espace de vie. Il y a la clim, il y a la Wi-Fi. Donc alors, il y a beaucoup de paramètres. Même le bruit, au niveau du bruit, on a atténué le bruit sur les bateaux. Donc, et puis la sécurité qui va avec. Donc ce point-là, il a été validé, comme les bateaux sont en activité depuis plus de 6 mois maintenant. Et le deuxième point, le point gasoil, c'est que on a travaillé avec le chantier Padmos sur ce point-là, parce que bon, il y a plusieurs paramètres pour avoir 20%. On arrive entre 20 et 30% d'économie de gasoil. Mais sur plusieurs paramètres. Sur la coque, on a une grande hélice avec une grande tuyère, un réducteur un peu plus gros et un moteur moins puissant. Donc avec plusieurs paramètres différents, on arrive avec un métier différent aussi, la Seine danoise, et on arrive à entre 20 et 30% de moins qu'un bateau de cette taille-là. Et dernier point, le point de débarquer un poisson un peu plus joli qu'on le fait aujourd'hui, c'est que le poisson, on le touche à peine, quoi. C'est-à-dire qu'il tombe dans une cuve, ça monte sur un tapis, le poisson est travaillé à hauteur d'homme, à l'abri, il est vite mis dans le froid, donc le poisson est plus belle qualité, quoi. Voilà. On a travaillé sur ces 3 points-là pendant 2 ans, et puis on sait qu'aujourd'hui, ça marche bien. Ouais. Ça paraît simple, je suppose qu'il y a eu quand même des difficultés rencontrées. Je ne sais pas, par exemple les équipages, par exemple une nouvelle organisation. Quelles ont été les étapes les plus délicates pour accomplir tout ça? Il a fallu, on a fait un nouveau métier qui s'appelle la Seine danoise. Donc il a fallu que nos patrons et nos gars soient habitués à ce métier-là. Donc on les a envoyés sur d'autres bateaux et pour qu'ils s'habituent. Et puis voilà. Mais tout ce qui est entre guillemets innovation, à plusieurs points différents, on a été voir ça à l'étranger, quoi. Il a fallu aller dans plusieurs pays différents pour récupérer ce qui était bien, quoi. Mais voilà. Mais la Seine danoise, on l'a appris, c'est un nouveau métier pour nous, quoi. Oui. Dans le plan d'investissement, vous avez fait appel à des partenaires qui n'étaient pas habitués à votre groupe. Ça change les relations, ça change la façon de travailler par rapport à ces nouveaux entrants, à ces nouveaux partenaires. C'est un peu différent, mais pas tant que ça, parce que quand on parle de Scapèche, c'est Franck Rodriguez Scapèche et Watt, Capitaine Watt, et puis quand on dit le groupe Vivzo, c'est un marieur, c'est avec des gens qu'on travaille depuis des années, donc c'est une continuité. Donc il n'y a pas tant que ça de changement pour nous, c'est juste que on fait des préventes, et eux, nos partenaires, sont au courant avant les autres. Et c'est comme Merinvest. Merinvest, c'est une filiale du Crédit Maritime. Donc, ça nous paraissait normal que voilà. Finalement, c'est pas nouveau pour nous. C'est une continuité. C'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. Et c'est une continuité qu'on évolue avec eux, tout simplement. D'accord. Et sur le plan technique, là aussi, des moments plus difficiles ou pas vraiment? Ça, c'est au niveau bien passé pour ça a été. Les constructions. Construction, ça a été aussi, parce que malheureusement, il a fallu aller dans un chantier étranger. C'est dommage, mais bon, c'est pas la faute des chantiers français. Pourquoi? Parce qu'en France, on a perdu un savoir-faire. Pendant les années, on a fait des bateaux de pêche, et puis on a arrêté de le faire, on a perdu un savoir-faire, et du coup, on est parti voir ailleurs ce qui se faisait. Et je ne dis pas de mots, ils savent faire, quoi. Voilà. Et il y a un savoir-faire qu'il n'y a pas en France, pas à ce niveau-là toujours. Oui. Ok, merci. Merci Eric Guignec. Jean-Maurice Majou, vous êtes l'expert comptable de la GCLA. Il connaissait bien tous ces sujets d'investissement des armateurs et de la gestion de leurs entreprises, ainsi que les modalités spécifiques des régimes des marins et des armateurs.
On a évoqué un nombre relativement limité de bateaux neufs par an sur notre territoire. Quels sont selon vous les freins à une vraie reprise des investissements, en mettant à part quand même le phénomène du Brexit qui occupe un peu tous les esprits, mais en dehors de ce phénomène? Alors, en dehors du Brexit, le premier point, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est on parlait de l'âge des bateaux, mais il y a aussi l'âge du capitaine, puisqu'en fait, on a quand même pas mal d'armateurs qui arrivent à la cinquantaine, donc ce n'est pas la période à laquelle on se projette pour éventuellement envisager la construction d'un bateau neuf. Donc je pense que c'est un frein. On a aussi un autre frein qui est, on a évoqué la construction de bateaux neufs. On a quand même le coût des navires qui est quand même relativement élevé. Et donc ça peut être inquiétant au jour d'aujourd'hui d'aller investir dans des outils qui valent 3 millions, 3,5 millions d'euros. On peut aussi faire une autre remarque, c'est que même à la période où les armements gagnent bien leur vie, les armateurs n'ont pas forcément tendance à conserver les fonds au sein des armements, puisque souvent l'armateur étant d'entreprise individuelle, il se retrouve confronté à l'impôt sur le revenu et il va avoir tendance à sortir la trésorerie de l'entreprise pour aller chercher une défiscalisation, et notamment pour aller investir dans des appartements, des choses en ce goût-là. Ce qui fait que les structures financières des armements sont déséquilibrées par les prélèvements qui peuvent être faits pour notamment optimiser en matière fiscale. Et ça, on l'a vu dans pas mal d'armements. Donc ça, c'est un point, effectivement, une des raisons. Après, si on se situe sur un plus long terme, on a aussi éventuellement des problèmes de rentabilité, puisque à l'heure actuelle, effectivement, depuis 4-5 ans, on a des rentabilités qui sont correctes sur les navires, mais si on se projette 15 ans en arrière, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc si on se projette 15 ans en avant, on n'est pas sûr non plus d'y arriver. Donc effectivement, ces rentabilités aléatoires, c'est aussi un frein à la construction de bateaux neufs. Autre point aussi, c'est le problème de l'accès à la ressource. Au jour d'aujourd'hui, on a des quotas qui sont annuels. Quand on va voir les banquiers, on nous demande des purées annuelles. Faire une projection, même à 5 ans, sur un compte de résultat de navire, ça relève quasiment du miracle. Et un dernier point aussi qu'il y a, c'est quand vous lancez un bateau neuf, il faut quand même avoir accès à la ressource et au PME. Donc si vous voulez faire un navire un peu plus puissant, par exemple, que celui que vous avez à l'heure actuelle, il faut récupérer des droits à produire, il faut récupérer des PME, et tout ça, c'est rare. Alors, j'allais dire rare et cher, normalement pas cher, puisque normalement un PME, ça ne se vend pas. Et les antériorités, ça ne se vend pas non plus, mais sauf que ça s'achète. Donc voilà, donc effectivement, les principales raisons, elles sont là, à mon avis, ce qui explique le faible nombre de navires qui sont mis en chantier à l'heure actuelle. Sur le plan juridique, j'en parlais dans mon introduction, en dehors des armements structurés qu'on connaît aujourd'hui, on constate dans la pêche artisanale la présence d'importance des entreprises individuelles. Et pourtant, il y a eu la création de la SPA, la Société de pêche artisanale. Pourquoi la SPA ne trouve pas sa place aujourd'hui dans le marché, dans la nécessité d'évoluer? Alors la SPA, donc à l'origine, avait été créée en 1999 dans le cadre de la loi pêche de l'époque. Bon, c'était une société qui n'était pas opérationnelle dans le cadre de la construction de bateaux neufs, puisque le capital devait être détenu à l'époque à 100% par des marins qui naviguaient à bord du navire. Donc en fait, c'est la loi de mer de 2016 qui a permis de modifier le statut de la société de pêche artisanale pour ramener la participation des patrons armateurs à 51%, donc ce qui permet de ramener effectivement dans le capital des financiers, c'est ce qui s'est passé au niveau de la PAC, jusqu'à 49%. Alors effectivement, ce schéma-là, on a du mal un petit peu à le mettre en place, parce que d'une part, il y a un aspect, je veux dire, culturel. On est encore dans un milieu où l'armateur, il avait l'habitude d'être le seul patron à bord. À partir du moment où vous êtes en société, même si vous êtes majoritaire, dans la plupart des cas, vous avez des packs d'associés qui se mettent en place, qui font qu'il y a un certain nombre de décisions qui doivent se prendre à l'unanimité, donc ce qui fait que le patron est un petit peu plus limité dans sa gestion. En parallèle aussi, la SPA a été revue par la loi de 2016, mais il y a un certain nombre de textes, accessoires qui environnent la SPA, qui nécessitent encore un petit travail de mise à jour. Je pense par exemple au code de l'ENIM, où ils sont encore dans l'ancienne version de la définition de la société de pêche artisanale. Donc ce qui effectivement pose des problèmes de mise en œuvre de ces sociétés-là.
Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, on a assez peu de sociétés de pêche artisanale, mais ce que l'on voit quand même, c'est qu'on descend un petit peu la taille des navires. C'est-à-dire que jusque-là, on faisait des sociétés de pêche artisanale pour des bateaux 16 mètres et plus, puisqu'il fallait effectivement aller chercher des financements. Mais à l'heure actuelle, là, on commence à avoir des bateaux de taille plus modeste, y compris des 12 mètres, sur lesquels on a quand même aussi besoin d'aller chercher du financement. Et on commence à créer des sociétés de ce type-là. Je vois sur Port-en-Bessin, par exemple, on en a créé une avec un 14 mètres. Donc effectivement, problème culturel, problème j'allais dire, de liberté de manœuvre, et puis problème aussi juridique pour lequel il y a encore quelques petits points à préciser. D'accord, oui, sur le plan réglementaire. Sur le plan réglementaire, puisqu'effectivement, il y a des textes qui n'ont pas été adaptés au changement de la définition de la société de pêche artisanale. D'accord. Merci Jean-Maurice Majou. Je me tourne maintenant vers Pierre-Yves Millet, directeur de la société AMS. Vous êtes le leader sur le secteur, on peut le dire, sur le secteur de la vente des bateaux d'occasion en France et à l'étranger. Mais vous faites aussi en activité l'accompagnement des constructions d'un navire avec les armateurs. Vu votre longue expérience du secteur, j'ai dit longue seulement, quel est votre avis sur ces chiffres du renouvellement de la flotte aujourd'hui et qui sont malgré tout assez faibles? C'est vrai que le renouvellement était parti sur une belle lancée il y a 2-3 ans. Je pense que cet élan est en train de se ralentir et sans doute dû à l'effet Brexit, mais je pense qu'il n'y a pas que cet effet-là, parce que, comme le soulignait M. Majou à l'instant ou Éric Guignac auparavant, on a aussi on va avoir un problème de renouvellement des hommes et aussi bien sur le pont qu'en passerelle, et que je pense que certaines personnes freinent ou n'osent pas passer la seconde par crainte de ne pas avoir peut-être les compétences sur le pont, les personnes pour les accompagner correctement. C'est d'abord un frein humain, a priori. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un frein en dehors humain. des phénomènes extérieurs. Quoi. Et ensuite, on a un frein sur l'accès à la ressource, compte tenu de la surréglementation qu'il y a sur ce segment-là, aussi bien en Manchesse que dans le golfe de Gascogne, que sur l'ouest, même maintenant. Le prix des navires n'est pas aussi un point sensible? Le prix des navires, aujourd'hui, dépend de l'accès à la ressource que représente ce navire. Suivant l'AEP détenu par le bateau, suivant l'ANP, suivant les antériorités de capture dont dispose le navire. Aujourd'hui, on va faire presque abstraction de l'âge du moteur ou de l'état de la coque ou du navire, en se focalisant uniquement sur l'accès à la ressource qu'il représente. D'accord. Ok, merci Pierre-Yves Millet. Mais bon, par contre, après, au niveau de l'expertise, on va dire que le banquier est plus vigilant sur le rapport d'expertise. Clairement, oui. C'est bien de faire la transition. Oui, côté banque de financement, Philippe Renan, donc vous êtes directeur de la filière maritime pêche et culture marine, aussi plutôt sur le Bretagne Nord, Manche et Normandie. Le CMGO a connu ces dernières années des chiffres importants de réalisation de crédit. Pouvez-vous nous préciser un peu le positionnement du crédit maritime sur ce marché-là, de la pêche et du renouvellement, et par rapport à la dynamique de renouvellement des navires? Alors effectivement, depuis 3-4 ans, on a eu une belle série de demandes en financement de bateaux neufs. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, et c'est des dossiers qu'on a menés depuis plusieurs années pour aboutir. La première variable d'ajustement entre guillemets, pour pouvoir constituer des dossiers de bateaux neufs, c'est la valeur humaine, c'est-à-dire d'avoir des porteurs de projets. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense, non seulement à cause du Brexit, comme je le disais il y a 2 ans aux assises, on rentre un peu dans le dur, puisqu'on arrive sur une tranche d'âge où on n'est pas tout à fait à la retraite et où on n'est pas tout à fait prêt pour s'installer. Moi, je pense que c'est plutôt ça. La première chose que je voulais dire, c'est que la seule faculté qu'on a de reconstruire des bateaux, c'est le 1 pour 1. Et le 1 pour 1, c'est vraiment le parcours du combattant. Il faut vraiment avoir effectivement un PME, casser un bateau, en refaire un autre, vendre son bateau à l'extérieur.
c'est quand même assez compliqué et malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir des fonds propres. C'est une opération assez lourde et c'est une opération qui est actuellement difficile compte tenu du marché de l'occasion. Si on avait un marché de l'occasion plus bas et plus rapide et plus fluide, on aurait plus de bateaux neufs. Puisque là, effectivement, Pierre-Yves, on achète des droits de pêche. On n'achète pas des bateaux, on achète des droits de pêche. On achète des bateaux qui ont 30-35 ans à des prix démesurés. Ça bloque totalement l'installation des jeunes et ça bloque totalement le renouvellement de la pêche. Après, ce n'est pas moi qui fais le marché, mais c'est par expérience le problème. Hormis ce problème, on a moins de problèmes de financement qu'avant. Je dirais que le problème de financement, on sait le résoudre. On a des partenaires, on a Merinvest, on a des conditions de taux et des performances des bateaux actuellement qui sont très bonnes, notamment sur les bateaux neufs, puisqu'on a moins d'arrêts, on a des stabilités dans les chiffres d'affaires, puisqu'on est moins arrêté, si vous voulez. Hein. Le problème des bateaux d'occasion, c'est que s'il y a un bateau à remotoriser, on est arrêté, etc. Là, on n'est pas arrêté, donc on est sur des bonnes bases quand on installe un jeune sur un bateau neuf. Donc la position du Crédit Maritime, c'est de favoriser l'installation plutôt sur des bateaux récents ou sur des bateaux neufs. Alors c'est pas évident par rapport à la concurrence, etc. Mais ça porte ses fruits. Il faut qu'on puisse structurer, comme l'était anciennement le Crédit Maritime. C'était quand même un outil structurant de la pêche artisanale. Il faut arriver à être structurant sur les installés et sur les financements qu'on fait. Donc quand on a effectivement des jeunes qui s'installent sur des bateaux plus âgés, on a plus de difficultés parce que c'est plus périlleux, il y a plus d'arrêts, il y a plus de frais, etc. Le 1 pour 1, c'est ça. Il faut arriver à ce qu'un jeune puisse transformer un bateau ancien en bateau neuf, dégager son endettement sur le premier et refaire un bateau neuf. Et ben, malheureusement, je ne sais pas comment faire, mais c'est quand même assez compliqué actuellement en France compte tenu de toutes les contraintes. On pourrait le faire beaucoup plus vite si on avait quand même des prix à l'installation réservés avec des plafonds, mais là je n'engage que moi-même. Hein. Je n'engage que moi-même. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir aussi des évolutions réglementaires, enfin, le fameux FEAMP dont on en arrive en bout de la première tranche, elle est interdite par principe aux bateaux neufs. Est-ce qu'il n'y a pas sur ce terrain-là des pistes à creuser, même si le but c'est pas d'aller chercher à nouveau des subventions pour des activités complètement privées, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une solution quand même d'aide pour améliorer les plans de financement sur côté FEAMP ou nouveau FEAMP? Alors, au niveau du FEAMP, Ambroise, toute intervention du FEAMP est interdite sur le financement d'un bateau neuf. Et pour le moment, hormis quelques bruits, officiellement, il n'y a rien de changé. Alors ce serait peut-être une bonne chose, effectivement. Ça permettrait peut-être d'inciter au renouvellement un peu plus. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser chaque métier de pêche par rapport au renouvellement. Il y a un renouvellement par métier de pêche. Il y a un renouvellement qui est spécifique au métier hauturier. Il y a un renouvellement qui est spécifique au métier coquillier, 16 mètres, etc. Les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction des métiers de pêche. Il faut aussi le dire. Et il faut aussi comprendre qu'il y a moins de contraintes sur certains métiers. C'est ça que je voulais rajouter. Par rapport au FEAMP, évidemment, ce n'est pas évident de faire des reconstructions neuves uniquement sur ses propres fonds propres. Il faut effectivement l'aide de fonds d'investissement. Il faut l'aide aussi d'investisseurs privés, ça peut être des marailleurs, etc. Et donc on passe sur une autre approche économique, une autre étiquette économique qu'actuellement on connaît avec les entreprises individuelles, c'est-à-dire des sociétés de pêche artisanales ou des sociétés de pêche à capitaux qui vont investir dans des bateaux. Là, on est sur une révolution actuellement, c'est évident, puisque ce n'est pas encore dans les états d'esprit de pouvoir s'installer en société de pêche, même si on le conseille, nous, vivement, puisqu'on peut faire rentrer au capital maintenant, via la société de pêche, des fonds d'investissement, des partenaires financiers pour mener à bien son projet.
Pierre-Yves Millet, vous vouliez intervenir sur cette question? Oui, je voulais rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, le marché, c'est vraiment un marché par façade, comme le disait Philippe. Aujourd'hui, un chalutier de 12 mètres ou de 16 mètres qui pouvait, il y a une quinzaine d'années, avoir la même valeur sur toutes les façades, aujourd'hui, compte tenu de l'accès à la ressource que ça représente, le même bateau, suivant où il se situe, peut voir sa valeur aller augmenter de 50%. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est difficile de se projeter pour un banquier où il faut qu'il comprenne pourquoi et parfois en plus les licences ou les quotas détenus pour la future exploitation ne vont pas correspondre. Ils ont une valeur aujourd'hui par rapport à l'endroit où est exploité le navire. Pourtant, on voit beaucoup de transferts de zone à une autre, de navires d'occasion entre autres. On a eu beaucoup de navires à monter sur la Manche Est compte tenu des gisements de coquilles qui étaient importants et de la forte demande, qui a fait monter le marché de l'occasion sur certains segments de bateaux. Mais on va dire, à contrario, le segment des 20-25 mètres, par exemple, aujourd'hui, n'attire plus beaucoup d'artisans en France. Ok, merci Pierre-Yves pour ce complément. Donc on a compris que le rôle des banques était donc de financer les entreprises dans leur fonctionnement, dans leurs investissements et leur développement, leur croissance interne et externe. À travers son activité de financeur traditionnel, le Crédit Maritime propose d'autres solutions, dont les fonds dont s'occupe Philippe Renaudin. Vous représentez les fonds Merinvest et Lito Invest. En quoi consiste et pouvez-vous consiste-t-il et pouvez-vous les présenter? Alors effectivement, nous sommes à l'initiative où nous avons rejoint d'autres initiatives de différents fonds d'investissement, donc sous la marque Crédit Maritime et Banque Populaire, puisque c'est la même entité aujourd'hui. Deux initiatives à l'origine, création d'un fonds Lito Invest avec la région Pays de Loire et d'autres acteurs du domaine privé et du domaine de la pêche. Je pense notamment à l'organisation des producteurs en Vendée, la structure de gestion, la cave. C'est un fonds qui a été doté d'un peu plus de 7 millions d'euros aujourd'hui pour couvrir l'ensemble des projets de la croissance maritime, de la croissance bleue, donc au sens large. Donc on a bien évidemment les métiers historiques, et je vais y revenir plus précisément, que sont la pêche et les cultures marines, mais on est là plus pour parler de la pêche. Mais on va également embarquer, si je puis dire, sans faire de jeu de mots, les autres activités, qu'elles soient la plaisance, le naval, les infrastructures portuaires, les EMR, les biotech également. Et Dieu sait si le paysage est très large au niveau de l'activité maritime. Donc ça, c'est la première initiative que nous avons prise il y a un peu plus de 4 ans. On pourra l'illustrer tout à l'heure à travers quelques opérations que nous avons pu réaliser. Nous sommes associés à des initiatives portées par d'autres régions et d'autres acteurs. Je pense au fonds Brest Armor Capital, qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant avec la région Bretagne et le Crédit Mutuel Arkea. Un fonds relativement récent qui est en cours de constitution avec la région Normandie, le fonds Normandie Littoral, toujours aux côtés de la région normande et d'autres acteurs privés. Et plus récemment, puisqu'il a un peu plus d'1 an maintenant, nous avons fêté, j'allais dire quasiment son anniversaire courant de cet été, c'est le fonds Merinvest. Donc Merinvest est un fonds d'investissement maritime qui a une capacité de 10 millions d'euros d'investissement dans toutes les activités du monde maritime et notamment la pêche. C'est un fonds qui est filiale 100% Crédit Maritime Banque Populaire, qui va intervenir sur l'intégralité du territoire du Grand Ouest, donc les Pays de Loire, la Bretagne et l'ex-Basse Normandie. Et on va pouvoir intervenir, donc là on va intervenir, comme disait Jean-Maurice tout à l'heure, on va être en fonds propres. Donc au capital, on va rentrer au capital de l'entreprise d'armement, généralement sur des tickets moyens autour de 300 000 400 000 euros, dans ce qu'on appelle un premier tour, aux côtés soit d'autres investisseurs que peuvent être des distributeurs, que peuvent être des mareyeurs, que peuvent être d'autres entreprises, aux côtés bien sûr
de l'armateur qui est à la tête de l'entreprise, nous n'avons pas vocation à être majoritaire. Nous aurons toujours une position minoritaire. Bien évidemment, et Jean-Maurice le précisait tout à l'heure, oui, nous sommes présents au comité de direction, mais en aucun cas nous sommes dans l'opérationnel, ce n'est pas notre métier. J'ai même la faiblesse de penser qu'on n'y connaît rien en tant qu'exploitant. Nous sommes juste là, nous, pour faire partager notre expérience, nos connaissances du monde maritime au sens large, mais tout l'opérationnel, bien évidemment, est laissé à la main de l'armement. Pour quel type d'activité vous intervenez et à quelle étape de la vie de l'entreprise ? Alors, comme je le soulignais, on va intervenir bien sûr sur nos activités, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, vraiment les activités historiques du Crédit Maritime, la pêche, les cultures marines. On va également intervenir sur toutes les autres activités traditionnelles que sont le portuaire, que sont le naval, je le précisais. La filière pêche également en amont et en aval, donc que ce soit pour des fournisseurs de matériel, mais également pour tout ce qui est de la partie mareyage, transformation des produits de la mer. Et également, pour reprendre mon terme de tout à l'heure, on embarque la nouvelle économie, les activités émergentes, la croissance bleue, les biotech, et Dieu sait s'il y a beaucoup de sujets. Et quand on parle d'activités émergentes, on peut aussi y intégrer la pisciculture, qui aujourd'hui est relativement faible en termes d'activité sur notre territoire. Et quand je parle de pisciculture, on peut intégrer l'algoculture également. Donc beaucoup de sujets, et qui plus est sur le territoire du Grand Ouest qu'on a représenté ici, où globalement, on va dire plus de 60% des activités maritimes en France, c'est chez nous que ça se passe, donc ce qui fait un potentiel important. Dans le choix de vos dossiers, quels sont les critères importants que vous regardez, vous retenez ? Pour les critères, je vais rejoindre un peu ce que mes camarades de tablée ont précisé. Je crois que le premier critère, bien sûr, c'est les hommes et les hommes. Et ça fait partie aujourd'hui d'une certaine forme de problématique, au-delà de l'âge du bateau, au-delà du Brexit, au-delà de difficultés conjoncturelles. C'est un peu l'âge du capitaine, effectivement, et qui fait que ce n'est pas forcément simple aujourd'hui de prendre des décisions d'investissement quand il reste 5 ans, j'allais dire, à faire. Aujourd'hui, on a face à nous aussi des jeunes qui poussent, et c'est très bien, et on a des très bons jeunes. On l'a vu encore il n'y a pas très longtemps à Granville, lors d'une table ronde. On a des jeunes qui poussent. Mais un des critères majeurs, c'est bien effectivement les hommes, et quand je parle des hommes, avec un grand H, qui sont pour nous importants. Donc ça, c'est le premier critère. Bien évidemment, quand on parle des hommes, il faut qu'ils soient un bon professionnel, mais il faut aussi que ce soit un bon manager, un bon gestionnaire. Et je crois que le management aujourd'hui, y compris dans les activités de pêche, c'est quelque chose qui prend une dimension très importante à aujourd'hui. L'accès à la ressource, c'est Jean-Maurice qui en parlait aussi tout à l'heure, c'est très compliqué, que ce soit pour un banquier ou que ce soit pour un investisseur, et bien sûr pour l'armateur, de se positionner à 5 ans, à 7 ans, voire beaucoup plus quand on finance un bateau neuf, alors qu'on a une certitude d'accès à la ressource uniquement pour les 12 mois qui viennent. Donc c'est un des points effectivement importants, et une visibilité sur la ressource forcément faciliterait grandement quand même notre vision sur l'investissement dans un armement de pêche. Même si on l'a déjà un peu saisi dans l'expression d'Éric Guignac tout à l'heure, quels sont les intérêts de faire appel à des fonds et à ces fonds ? L'intérêt, quand on est face à certains... nous n'intervenons pas uniquement dans le cadre de financement ou d'investissement dans des bateaux de pêche neufs. Mais très clairement, Éric le citait, quand on est face à un investissement d'un peu plus de 3,5 millions d'euros, qu'il y ait une nécessité demandée par la banque, et qui est tout à fait logique, de dire il nous faut à minima 20-30% de fonds propres, et c'est important pour assurer la souplesse du montage financier, être en capacité de réunir 600, 700, 800, 900 000 euros, tout le monde n'a pas cette capacité. Donc nous ne sommes pas là pour remplacer
les fonds propres, mais c'est venu pour compléter les fonds propres qui pourront être réunis par l'armateur. Donc ça, c'est un des premiers éléments, c'est de créer un effet de levier, justement, pour ensuite lever de la dette bancaire pour le projet. Le deuxième, c'est que ça va apporter de la souplesse au montage. On le sait très bien, la pêche est une activité cyclique. Que ce soit lié aux problématiques d'accès à la ressource, que ce soit lié à des postes de charge comme le gasoil qui d'une année sur l'autre peuvent évoluer de façon très très importante. Si aujourd'hui l'armement de pêche n'a pas une souplesse dans son exploitation et être en capacité, et on le sait très bien que sur 10 ans, il y aura des années qui seront moins profitables, il faut impérativement avoir cette souplesse qu'on va pouvoir y apporter. Et je rappellerai juste pour en terminer sur ce point-là, effectivement, quand nous intervenons, nous sommes systématiquement minoritaires. Nous n'avons pas vocation à être armateurs. Ça, c'est vraiment la partie du professionnel. Très bien. Pour être plus concret, est-ce que vous avez des exemples des entreprises que vous avez accompagnées sur vos fonds ? Ouais, alors à l'écran, là, vous avez quelques exemples à travers nos 2 fonds d'investissement dont je parlais tout à l'heure, propres au Crédit Maritime Banque Populaire, donc Merinvest et Crédit Maritime. Et là, j'ai fait un petit zoom sur justement des activités qui sont directement liées au monde de la pêche. Non pas que les autres activités ne soient pas importantes, mais elles sont moins directement liées à notre sujet. Donc, nous avons réalisé, Eric le précisait tout à l'heure, nous avons accompagné donc l'armement APAC l'an dernier dans la construction du dolmen, un très, très beau projet d'un seineur, le dolmen. Deuxième opération que nous accompagnons, deuxième projet, très beau projet également, à Erquy, 21 mètres, un chalutier de 21 mètres qui sera livré prochainement en tout début d'année au mois de janvier sur un projet un peu identique. Une opération portée en Normandie, à Port-en-Bessin, qui est l'armement normand. Donc là, nous sommes dans un armement coopératif qui a permis de racheter, certains bateaux anciens pour permettre la construction de nouveaux bateaux et également la construction de deux nouveaux bateaux, 2 bateaux de 17 mètres. Et également, j'ai souhaité y intégrer d'autres activités qui ne sont pas liées directement aux armements de pêche, mais à travers des entreprises comme, par exemple, Abyss Ingrédients, qui est une entreprise lorientaise, qui travaille les coproduits de poissons. Donc là, on est sur la filière aval de ce qui peut exister à aujourd'hui. Et d'autres entreprises, Algosource, qui est une entreprise dans les algues. Ça fait partie aujourd'hui des activités directement liées maritimes. Et Lisaqua, qui est une jeune start-up nantaise pour faire de l'élevage de crevettes, de gambas. Mais là, on est vraiment dans le domaine de la start-up aujourd'hui. Donc voilà, pour illustrer un peu le paysage sur un fonds qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a que 12 mois. Aujourd'hui, on a investi un peu plus de 2 millions d'euros sur ces différentes activités. Merci Philippe Renaudin pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour un de ces thèmes qu'on vient d'évoquer. A priori non. Avant de conclure cette table ronde par rapport à ce qui se passe au niveau du Brexit, je voudrais profiter de la présence des interlocuteurs sur le plateau pour leur demander un peu leur impression du moment, même si on sait que c'est un dossier complexe et à rebondissement. Et peut-être d'abord Éric Guignec en tant qu'armateur. Tes impressions ou du moins ton sentiment aujourd'hui sur le dossier, le Brexit globalement et ce en quoi il te concerne aujourd'hui directement ou indirectement. Sur le Brexit, nous directement on n'est pas concernés, mais on a 7 bateaux. Nos bateaux travaillent en général dans le golfe de Gascogne, mais directement non. Indirectement oui. Quand je dis ça, c'est que tous les pêcheurs français seront impactés, que ce soit le petit bateau de 12 mètres ou bateau tuerier, qui travaillent dans les eaux anglaises ou non, tout le monde sera impacté. Donc j'espère que le Brexit, il n'y aura pas de Brexit, et puis que tout le monde s'arrange, et puis que ça reste dans l'état, parce que aujourd'hui, il y a un équilibre qui s'est fait, que ce soit en Manche Est, Manche Ouest ou dans le Golfe. Quand je dis qu'il y a un équilibre qui est fait, c'est que la ressource est revenue, chaque métier est différent, chaque métier pêche sur certaines espèces. Donc
Si on bouge les lignes d'un côté ou de l'autre, il y aura un déséquilibre sur la ressource et sur le marché. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ça reste dans l'état aujourd'hui. Oui. Merci Eric. Est-ce que Jean-Maurice Moi, l'analyse que je fais de tout ça, c'est qu'on risque d'avoir un impact sur le prix des bateaux d'occasion encore, puisqu'on risque peut-être d'avoir des demandes. Enfin, les Anglais commencent à venir voir un petit peu, non? Non. Ils nous consultent, mais ils consultent un peu. C'est plus de la curiosité, on va dire. C'est pas comme les Irlandais. Aujourd'hui, par contre, on s'aperçoit que les Irlandais sont très attentifs, comme les Français. Et tout de suite, là, notre demande de navires en Irlande est un peu en stand-by également, quoi. Ceci étant, quand même, on risque d'avoir quand même une incidence sur le marché d'occasion, parce que tous les gens qui pêchent en zone 7 vont peut-être chercher à avoir de l'accès à la ressource en zone 8. Donc peut-être racheter, comme on a dit tout à l'heure, que pour avoir accès à la ressource, il faut avoir accès aux navires. Peut-être qu'on va avoir des armements qui vont essayer de redescendre et donc récupérer des bateaux d'occasion. C'est possible que certains armateurs du Nord ou certains armateurs installés sur le Golfe cherchent à acquérir des navires qui sont en Manche ou en Manche Est actuellement, et y coller peut-être des antériorités qu'ils ont sur des navires un peu plus anciens, une manière un peu de renouveler de vieux outils. Mais je pense que ça restera assez marginal. Maintenant, le risque, c'est que si on se retrouve avec une flottille bloquée à quai parce qu'on n'a plus d'accès et qu'il faut trouver dans l'urgence des solutions de vente, ça risque d'être plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se projeter sur le secteur géographique où il faudra trouver ces potentiels acheteurs. Aujourd'hui, le marché de l'Irlande a permis de valoriser pour beaucoup et correctement un bon nombre de navires. L'Afrique de l'Ouest, on est sur des budgets beaucoup moindres. Et après, il y a quelques ventes qui se font à droite à gauche, mais ça reste très marginal. Donc c'est vrai ça sera difficile de se projeter pour retrouver un marché de l'occasion qu'on avait atteint avec l'Irlande. Merci Pierre-Yves. Est-ce que Philippe Renan, au niveau de la banque de financement par rapport au Brexit, est-ce que la banque aussi prend des dispositions ou travaille sur le dossier? Alors on travaille sur le dossier précisément par rapport à nos armateurs, surtout hauturiers, les plus concernés par le Brexit. On a fait une étude qui montre effectivement qu'on va être particulièrement touché en Bretagne Nord et en Normandie, enfin, surtout Bretagne Nord, Manche. Il y a plusieurs versions de crash test, comme on pourrait dire. La version dure où on ne pourrait pas aller en mer et où à ce moment-là, il faudrait appliquer les aides proposées par le FEAMP avec des arrêts temporaires, ce qui serait le pire pour le marché et le secteur, parce que la contagion du métier, la contagion économique, c'est la contagion économique sur le mariage, sur les criées, etc. Et les hommes, j'envisage pas trop ça. Je pense que la transaction sera une transaction financière, ça c'est moi qui le pense. On n'a pas trop d'infos sur les solutions qui vont se négocier, mais on ne voit pas non plus l'Angleterre se priver d'une manne financière pour utiliser ces eaux, et on voit mal les Anglais s'équiper de bateaux hauturiers du jour au lendemain pour pêcher dans leur zone. Nous, ce qu'on pourrait faire, c'est attirer le poisson anglais sur nos côtes, mais j'ai pas trouvé la solution. Oui, Philippe Renaudin, vous avez... Je crois que par rapport à tout ce qui a été dit hier, il y avait une table ronde très intéressante sur le Brexit. Un des gros problèmes, alors qui pour un investisseur, moi en tant qu'investisseur financier ou l'armateur, c'est l'incertitude. Depuis 2 ans, on a globalement vu un arrêt des décisions d'investissement, notamment dans des bateaux neufs, de façon assez brutale, alors qu'on était sur une tendance plutôt forte, avec globalement tous les clignotants qui étaient ouverts, puisque ça fait depuis 4 ou 5 ans où les exploitations sont plutôt intéressantes. Donc on avait démarré un cycle intéressant, et là on a eu une véritable rupture.
Bon, là, on nous annonce, ça doit être encore validé, je crois, par le Parlement britannique demain, un accord, mais qui, semblerait-il, va nous permettre de reporter d'1 an. Mais on va rester dans l'incertitude. Donc je ne suis pas convaincu que les mois qui viennent vont nous permettre de prendre encore beaucoup de décisions parce qu'on va rester dans cette incertitude. La seule certitude qu'on a et qu'il faut, je pense, dont on est convaincu, c'est que demain, ce ne sera plus comme aujourd'hui ou ce ne sera plus comme hier. Donc il y a un modèle, au-delà du modèle économique, un modèle de partage des eaux qui va forcément être différent, donc qui demandera une adaptation de notre pêche. Et pour moi, la grande difficulté, c'est ça, c'est l'incertitude. Et bon, même les informations qu'on a eues hier, bon, ok, on va pas dans le mur pour être un peu trivial dès la fin du mois d'octobre, mais bon, on repousse quelque part la problématique à fin 2020, voire à 2021. Merci bien. Donc merci à mes interlocuteurs pour leur prise de parole, y compris sur des sujets pas faciles comme le Brexit. Et puis merci à vous tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de salon ITECMER 2019.